Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Et aujourd'hui, bien sûr, vous saviez évidemment de quel show auquel je vais parler et parler du résultat également. Bah, c'est toujours du côté de la WWE, oui, je sais encore. Et que le show, bah, sans grande surprise et sans vous faire attendre, bah, s'intitule Night of Champions. Donc oui, qui s'est déroulé en Arabie Saoudite. Et c'est justement ça auquel on va parler. Alors d'abord, pour commencer la remarque à propos de ce show, faut savoir que on a regardé tous, je suis sûr, dans le temps de 20 heures et que ça se terminait vers 21 heures ou quelque chose. Mais je sais que c'était en direct. Et par contre, en revanche, on va également parler que ça a été catastrophique de regarder en live. Terriblement catastrophique. Je peux vous le garantir, ça a été une cata, un peu comme la qualité de SmackDown qui s'était déroulée. Oui, parce que quand elle s'était déroulée en Arabie Saoudite, eh bien, on a eu une terrible catastrophe. Et à tel point que, je vais pas vous mentir, j'étais hyper gêné pour eux. Et ce n'est pas une blague, ce n'est vraiment pas une blague, c'est une réalité. Mais concernant de ce show Night of Champions qui fait autant parler de lui et qui fait un peu polémique vis-à-vis de la guerre, de ce qui se passe, que ce soit dans leur pays ou dans un pays voisin. Bref, je crois que c'est du côté de l'Iran, je crois. Palestine, Iran. Bref, je suis pas trop dans ce délire de conflit entre les pays rivaux. Je préfère pas trop y penser, mais elle faisait partie des polémiques. Il faut dire, les shows WWE en Arabie Saoudite, parfois ça fait extrêmement polémique parce que la plupart n'est pas prêt de l'accepter qu'ils viennent tout ça uniquement pour l'argent. Et bien justement, c'est les intentions de Tikeo. C'est purement les intentions. Et encore une autre remarque à propos de ce Night of Champions. Normalement, un show qui se fait appeler Night of Champions, comment ça se fait? Je vois que la moitié des catcheurs champions qui sont la plupart présents et d'autres qui ne sont pas sur la carte. Je m'explique. Du côté de Raw, normalement, on devait avoir un match pour le titre intercontinental entre Dominic Mysterio et AJ Styles. Ça s'est été annulé en raison d'une soi-disant blessure. Ok, est-ce que c'est un peu du foutage de tronche ou uniquement une vraie blessure hors kayfabe? Je comprends pas. Je comprends absolument pas. Et encore un autre remarque, il y a aussi le titre féminin intercontinental qui n'est pas défendu. Donc là, on sent qu'on est en plein dans le côté un peu paresse du show. Et ce n'est pas tout, même du côté des titres par équipe, ils ne sont même pas défendus. Et également les deux titres suprêmes, le titre du monde féminin et le titre du monde poids lourd, qui ne sont pas défendus dans ce show. En gros, ce que vous êtes en train de me montrer, la WWE et TKO, c'est ce que vous êtes en train de me donner l'impression, on dirait que les champions du côté de Raw, ce sont de véritables grosses feignasses. Oui, je n'ai pas peur de le dire. Il faut le dire à cœur ouvert, il faut le dire honnêtement. J'ai l'impression que ce sont des feignasses qui ne veulent pas défendre leur titre. Et encore une fois, ce n'est pas la faute des catcheurs, c'est la faute des bookers, des scénaristes, des organisateurs, bref. Tout ce qui est visé de près ou de loin, tout ça c'est de leur faute si leurs champions du côté d'Euro ne veulent pas défendre dans un Premium Live Event PPV. Et ça, c'est un truc auquel je me dis, mais en fait, c'est pas Night of Champions qu'il faut l'appeler. Vous deviez trouver un autre nom, c'est Lazy Down, je sais pas moi. Trouvez-moi un autre nom pour l'Arabie Saoudite. C'est euh, c'est un peu débile. C'est un peu débile que des champions du côté de Raw sont absents et qui ne veulent pas défendre dans un pay-per-view. C'est. Bah, je
je comprends pas, moi. Je comprends vraiment absolument pas. Alors que normalement, à l'époque, parce que oui, je suis encore nostalgie, qu'à la grande époque, tous les champions de différentes catégories défendaient le titre dans le show. À chaque fois, ça se faisait ça. Maintenant, ce n'est plus cette mentalité-là. Et du côté de SmackDown, ben, on a eu des défenses de titre. La championne WWE, incontestée, Tiffany Stratton, qui avait défendu son titre contre Nia Jax. Oui, encore cette rivalité qu'on en a assez vue. C'est comme si Tiffany Stratton ne connaissait que Nia Jax comme rivale. Zelina Vega qui a perdu le titre contre Julia. Le titre par équipe du côté de SmackDown a été défendu, mais ça s'est terminé encore en mode boudin. Et, euh, et voilà, je crois que j'ai pas d'autre chose à dire. Mais ce qui est dommage, c'est que tous les champions n'étaient pas présents pour ce show. Parce qu'ils ont voulu faire uniquement match de 6. Comme s'ils n'avaient pas le temps de tout builder les rivalités. Mais c'est paresseux, hein, c'est clairement paresseux. Et c'est pour ça que je leur fais cette fameuse remarque du côté de la WWE. Car ce qu'on va voir, parce il y en a que 6 matchs, et que j'ai la carte sous les yeux, c'est qu'on va commencer la soirée avec la finale du tournoi du King of the Rings masculin. Et que le gagnant entre Randy Orton et Cody Rhodes, oui, je vous annonce les participants, si l'un des deux remporte le match, ben, il aura une chance au titre de son choix, que ce soit le titre du monde poids lourd ou le titre incontesté de la WWE pour SummerSlam. Parce que oui, ça a été dit, ça a été annoncé entre Cody Rhodes et Randy Orton. Et d'ailleurs, à propos de Randy Orton, ça fait 2 fois cette année qu'il participe au tournoi du King of the Ring. Et ce qu'on va suivre par la suite, vous verrez juste après. Mais je trouve que c'est un peu trop rapide de mettre ça dans l'opener. Parce que du côté des femmes que j'ai vues, que je vais vous citer juste après, j'aurais préféré qu'elles soient dans l'openeuse. Et que, oui, pour moi, du côté des hommes, c'est un peu une saveur particulière. J'aurais préféré qu'ils soient entre le main event, Cena Punk. Mais non, on commence directement avec l'opener. Et à tel point que je me dis, ça, c'est une rivalité que tout le monde aimerait voir. Cody Rhodes contre Randy Orton. On se rappelle du maître et de l'élève dans The Legacy. C'est le seul moyen de voir si, entre-temps, Cody Rhodes a évolué. Car, car au fil des années, Randy Orton a toujours été aussi au top. Et que le match serait sûrement bon. Et je me suis pas trompé. Mais en revanche, les vainqueurs du tournoi du King et Queen of the Ring sont un peu prévisibles. Oui, je vous le dis tout de suite. Mais par contre, je trouve ça aussi un peu dommage parce que au lieu de appeler Night of Champions, j'aurais préféré également qu'on ajoute encore un autre nom, même si c'est long et chiant. euh, King et Queen of the Ring, Night of Champions. Ça aurait été sûrement long, mais au moins ça aurait été la tendance de ce show. Donc voilà. Les deux nous montrent tous leurs arsenals de prises auxquels c'est un peu du vintage Orton et du vintage Rhodes dans le texte, car on nous montre toutes les belles démonstrations des tentatives de Crossroads, tentatives de RKO, même de Cody Cutter, de Pun Kick. Bref, ça enchaîne grave, même si parfois le rythme baisse parfois. Et on remarque aussi que le public saoudien était ultra chaud, était ultra investi dedans. En même temps, la remarque va peut-être pas vous plaire à vous, cher éditeur, ou peut-être aux Saoudiens qui m'écouteraient, qui trouvent que je suis assez négatif à propos de tout cela. Je trouve que le public saoudien, certes, ils veulent montrer de la voix à quel point c'est le public le plus bruyant au monde, également assez doué pour dépenser énormément d'argent pour se faire pigeonner par une compagnie qui ne pense plus à la beauté du catch ni
pense plus également au côté logique. Oui, parce que je le dis honnêtement, et c'est la vérité, car tout le monde dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Et du coup, je fais partie de ces personnes qui trouvent que la WWE pigeonne beaucoup les fans, car uniquement l'argent, l'argent, on vient dans votre pays uniquement parce qu'on veut se faire un maximum de blé, à nous le fric, pognon, pognon, pognon. Donc, je comprends qu'on peut se faire de l'argent, je comprends qu'on peut se faire de l'argent, mais à tel point de demander un gros maximum d'argent, il y a, y a pas d'âme, il n'y a pas de respect, il y a pas cette magie du catch que je préférais à l'époque. Parce que oui, je suis encore très 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 nostalgique de cette époque qui a été déjà révolue, l'époque de la Ruthless Aggression era, dans le temps de Puissance Catch ou de Catch Attack. Donc je suis toujours aussi nostalgique, mais je peux pas m'empêcher de l'être, hein, car je sais que vous êtes certains à le penser comme moi, ou pas du tout d'ailleurs. Mais bon, ce n'est pas grave, je ne vous en veux pas pour ça. Bref, après toutes les multiples péripéties en plein match, j'étais persuadé que ce serait Randy Orton qui rattraperait son petite erreur de l'année passée face à Gunther, et que il avait un petit peu utilisé la petite malice en tirant la protection du coin de ring pour essayer de encastrer la tête de Cody dans le coin. Mais Cody le voit arriver venir parce que je pense que l'arbitre ne le voyait pas. Soit à cause d'un ref bump, j'ai pas exactement trop vu, mais il avait pas tout vu tout cela, et que Randy Orton voulait faire son RKO, ou plutôt le ramener dans le coin pour l'encastrer dans le ring, mais il se prend le turnbuckle dans les côtes, et que ça permet à Cody Rhodes d'enchaîner avec son Crossroads pour la victoire. Donc c'est lui qui devient le nouveau King of the Ring, le nouveau roi du ring. Maintenant, après cela, on va sûrement l'appeler King Cody, ou King Rhodes, ou The King Nightmare, The King American. Bref, il y a de moyens de faire des jeux de mots avec tout cela, mais je suppose que la WWE va sûrement pas le faire, parce qu'après tout, ils veulent nous faire croire que normalement, quand on est roi du ring, on doit à minimum jouer le roi à fond, donc le rôle du roi. Mais non, avec ça, tu veux le faire des opportunités sans te faire appeler roi. Bon, je peux comprendre dans les tournois du King of the Ring, quand on remporte un match, on a une chance au titre. Oui, je comprends. Mais vous croyez pas que ça commence à faire un peu, un peu bizarre tout ça, que personne veut se faire appeler le roi ou la reine du ring, à part, à part d'autres catcheuses qu'il avait fait, hein, comme Nia Jax, Zelina Vega, et j'en passe des noms. J'en passe clairement des noms. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est Cody qui va affronter soit John Cena, soit CM Punk, pardonnez-moi, au SummerSlam. Et du coup, c'est quand même bizarre que Triple H n'ait même pas venu lui offrir la couronne et lui serrer la main, et de faire sa fameuse pose de la photo comme il a l'habitude de faire en coulisses. Bizarre qu'il n'était pas présent. Enfin, il était en coulisses, hein, mais il n'était pas présent pour le faire. Et qu'on conclut avec des feux d'artifice. Donc voilà tout. Ensuite, on va enchaîner avec les deux autres matchs que je me demande, mais qu'est-ce qu'ils foutent dans ce show de Night of Champions? Tout d'abord, le premier, et bien sûr, c'est le match numéro 2. Rhea Ripley contre Raquel Rodriguez dans un street fight, un combat de rue en Riyad de l'Arabie Saoudite. Pourquoi ce match-là est-il sous la carte? Pourquoi les titres de champion ne sont pas dans ce show? Ça peut être un champion du monde, ça peut être championne du monde féminin, ça peut être la championne incontestée de la WWE, ça peut être la championne intercontinentale des États-Unis, par équipe féminin, même si on va pas se mentir, si Raquel aurait catché avec Roxane Perez contre une des catcheuses de leur choix, bah, elle aurait eu 2 matchs dans la figure. Bref, pourquoi ce match-là? Je me demande pourquoi. Tout ça entre une guéguerre entre deux mastodontes
qui se connaissent depuis NXT et qui se sont jamais réellement lâchés, qu'ils ont toujours été amis malgré leurs multiples affrontements. Je je comprends pas pourquoi ils se retrouvent là. Parce que j'ai l'impression de voir un match du côté de Raw, un match de Weekly. Donc oui, devant ce match-là, je suis un peu sévère, pour une bonne raison. Je n'ai rien contre les deux catcheuses. Je les en veux complètement aux scénaristes de mettre ce match directement dans ce show. Et un des scénaristes, je vise évidemment Hunter, donc Paul Levesque, Triple H. Oui, parce que je sais que c'est sûrement une idée de lui de le mettre en pay-per-view PLE. Il n'y a aucune façon de douter. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise à propos de ce match? On a eu que de la bagarre, encore de la bagarre, des utilisations d'objets, des escaliers en acier, des kendo, des tables, des chaises, même voire des échelles, des serpillères, des barbelés, des punaises, des coups... Non, je rigole. Non, je rigole. Il n'y a pas eu de tout cela, à part quelques objets qui paraissent être non létals, comme les bâtons de kendo, les chaises et tout ça. Mais c'est tout ce qu'on a eu, que de la brawl. Que de la brawl, que de la brawl. Et à un moment donné, il y a eu une intervention de Roxane Perez, mais qu'elle se fait calmer par Rhea Ripley. Parce que oui, pour info, Roxane Perez, excusez-moi, elle est dans le Judgment Day. Parce qu'elle est entre guillemets dans la tutelle de Finn Balor pour essayer de draguer Dominique en détriment de Liv Morgan, qui s'est malheureusement blessée à cause d'une chute aussi ridicule. Oui, parce que vous savez que le ring est quand même très dur. Et si on ne sait pas chuter, il y a de quoi pourquoi les os de vos membres, ça peut être un bras ou les jambes, puissent se disloquer. Et pourtant, j'aurais préféré que ce match-là entre Kairi Sane et Liv Morgan se termine autrement. Une victoire de Kairi Sane aurait largement suffi que arrêter le match. Mais bon, elle est où la logique dans tout ça? Il n'y a pas de logique. Donc oui, je suis assez sévère, hein, je suis très très sévère, hein, je, je fais tout ça à chaud comme je pourrais faire ça à froid. Mais c'est uniquement mon avis, il faut soit le comprendre ou pas le comprendre. Mais je n'apprécie pas toujours ce geste-là. Même si on a eu dans ce match que de la brawl, des bombes, des tentatives de reptile, et d'ailleurs ça va se conclure avec Rhea Ripley, qui va effectuer le reptile justement du haut de la troisième corde, avec la table qui servait de genre de petit pont entre guillemets pour effectuer le mouvement, et que c'est Rhea Ripley qui remporte le match. À quel prix? À quel enjeu? Il n'y a pas d'enjeu en fait. Si ça aurait été pour avoir une chance au titre de son choix, j'aurais dit oui, d'accord, mais pas du tout. Donc voilà, j'ai rien contre Rhea Ripley, j'ai rien contre Raquel Rodriguez, j'ai rien contre Roxane Perez, mais il faut le dire, au bout d'un moment, ça ne sert strictement à rien de le laisser dans ce pay-per-view qui s'intitule Night of Champions. Hein. Je peux vous l'assurer qu'un show digne de ce nom, avec des matchs auxquels il n'y a pas de titre en jeu, c'est le bouquet. C'est le bouquet. Donc voilà. Ensuite, le troisième match, auquel on se demande qu'est-ce qu'il fout là également. Sami Zayn contre Karrion Kross, accompagné par Scarlett Bordeaux. Ou Scarlett, et pas Scarlett. Donc Scarlett Bordeaux. Alors, pourquoi ce match aussi est-il présent sur la carte? Tout simplement parce que on veut laisser Sami Zayn représenter le pays saoudien. Parce que oui, on sait qu'il a des origines syriennes et qu'il est musulman. Tout comme il peut parler plusieurs langues à la fois. L'anglais, français, il parle même l'arabe également. Je crois qu'il sait aussi parler espagnol et aussi allemand, je crois. Pas sûr, mais je suppose, hein, je suppose. Mais bon,
faut dire à propos de ce match-là, ça servait uniquement pour représenter le pays, le côté symbolique envers l'Arabie Saoudite, alors que Karrion Kross, lui, c'est ce fameux type auquel il est sur les réseaux sociaux, qui fait parler de lui, qui crache la rancœur qu'il a envers la WWE, parce que la WWE ne le respecte pas à sa juste valeur, mais que malheureusement pour lui, ça a eu un petit effet d'un petit pétard mouillé, malheureusement. J'ai pas l'impression que la WWE est clairement emballée de faire de lui un futur main eventer. Un peu comme ils ont fait avec R-Truth, donc Ron Killings. Car vous le faites venir et vous le propulsez pas dans le main event. Je. J'ai pas les mots. J'ai clairement pas les mots à propos de tout cela. Mais si ce n'est que, oui, le match était très sympa. Un peu comme celui des femmes et celui de l'opener, je suis d'accord. Mais il n'y a pas forcément d'enjeu si ce n'est que on veut jouer sur le côté un peu calculateur et manipulateur de Karrion Kross. On va également jouer sur le côté courageux et un peu héroïque de Sami Zayn envers Karrion Kross. Des tentatives de prise à gogo, il y en a eu de tous les côtés, mais c'est finalement Sami Zayn qui va conclure le match avec un Helluva Kick, ou Yakuza Kick, sur Karrion Kross pour la victoire. Donc, vous avez compris, c'est Sami Zayn qui remporte le match. Après, je vais couper pour poursuivre dans le match. À tout de suite. Donc, je poursuis après le match simple bah, pour, euh, pour juste faire kiffer les Saoudiens. Maintenant, on passe au match simple pour le titre des États-Unis de la WWE entre Solo Sikoa contre Jacob Fatu. Alors, le contexte de la rivalité, elle est simple. Vous saviez que depuis presque un an, je crois, Jacob Fatu a rejoint la Bloodline 2.0 de Solo Sikoa et que il a été son fidèle bras droit, sa machine de destruction, et auquel il a jamais cessé de dire I love you Solo, je t'aime Solo. Donc c'est comme ça comment il déclarait son amour envers Solo Sikoa. Non pas qu'il est amoureux, faut pas quand même croire à ce que vous sous-entendez, mais plutôt pour montrer à quel point il lui est complètement dévoué et qu'il est prêt à tout pour lui. Et que petit à petit, on a compris que Solo Sikoa, à côté de Jacob Fatu, il faisait un peu tâche, et que c'est pour ça comment Jacob Fatu préfère de briller en solo, et qu'il se débrouille parfaitement bien en solo, que justement Solo Sikoa lui-même. Et qu'il a commencé à s'éloigner de son chef pour, euh, pour mieux réussir, mais Solo Sikoa, il avait un autre plan. C'est de faire venir un gars qui vient du Japon, même s'il n'est pas japonais de base, mais qui se faisait appeler Jeff Cobb. Donc maintenant, il se fait appeler JC Matteo. Et auquel je ne suis pas fier de le surnommer comme ça, vu comment moi je préfère l'appeler tout justement Jeff Cobb. Comme à ses débuts. Comme à ses débuts, non pas comme à ses débuts, comme à la bonne vieille époque quand il catchait à la New Japan ou à la EW évidemment. Donc c'est pour ça que Jacob Fatu préfère de s'éloigner de Solo Sikoa, et c'est pour ça pendant le Money the Bank, il avait commencé à attraper Solo et en lui disant je te déteste, I hate you, avant de le démolir, et que au fil des semaines, il y a eu que de la guet-apens et aussi des prises de parole envers Solo à Jacob, et que Jacob veut tout simplement lui faire la raclée de sa vie à celui qui l'aimait au plus profond de son âme. Et que par hasard, il y a eu l'aide de Big Jim, donc Jimmy Uso, qui veut aider Jacob Fatu. Mais Jacob Fatu n'a pas besoin de son aide. Clairement pas. Il sait qu'il peut se débrouiller tout seul. Mais il le fait un petit peu à contre-cœur. Et concernant ce match-là, voilà comment ce match a été annoncé, et que Solo Sikoa veut punir celui qui l'aurait nourri. Donc, vu comment Jacob Fatu a mordu la main qui l'a nourri, il se doit d'essayer
de le punir, de lui détrôner, de lui donner une leçon, quoi. Donc voilà comment le match a été lieu, et voilà comment un match avec le titre qui est logique dans un show. Donc c'est ça ce que j'attends, que des champions défendent leur titre. Ce n'est pas le cas des feignasses du côté de Raw. Oui, parce que, à mes yeux, certes, ce sont des catcheurs qui aiment catcher toutes les semaines, mais qui s'apparaît pas dans un show qui se fait appeler Night of Champions, c'est limite du paresse. Donc, qu'on met les choses au clair. Sincèrement et purement. De côté de cela, ben, il n'y a rien de grand chose à citer dans le match, si ce n'est que de la destruction entre deux buffs qui se rentrent dedans, surtout Jacob Fatou, qui lui rentre dedans à chaque occasion. Et pourtant, c'était pas, on va dire, ben, un peu gagné, vu comment Solo Sikoa n'est pas sûrement si facile à battre, vu comment il tient toujours le coup. Et on peut pas s'empêcher à des interventions. Car on va avoir l'intervention de JC Matteo, mais qui va se faire démolir, enfin qui va se faire taper par Jacob Fatou. Puis un revenant. Oui, comme par hasard un revenant. Il s'agit de Tongaloa qui vient pour venir en aide à Solo Sikoa. Et que c'est bizarre qu'on n'a pas eu de nouvelles de lui. Clairement bizarre. Mais qui se fait allumer. Et d'ailleurs, ce que va faire Jacob Fatou, ben, il voit que les trois sont à l'extérieur. Et là, il s'apprête à voltiger comme un vrai poids moyen en faisant un genre de Topekan Hero. Mais façon un peu périlleuse. Et ça, je l'avais déjà vu du côté de la MLW, auquel c'est un gros gabarit qui arrive à sauter comme un vrai poids moyen. Il faut, il faut vraiment avoir les bonnes conditions physiques et avoir tout, tout le ressort du monde dans les jambes pour effectuer ce fameux mouvement. Parce que, waouh! Incroyable Jacob. Incroyable. Et pourtant, c'était pas loin d'être fini, hein, parce que au moment où il y a eu un ref bump, je crois qu'il y a eu un ref bump, eh ben, Solo a tenté d'utiliser son Samoan Spike, mais il se fait calmer par Jacob Fatou, que lui, il voulait effectuer ben, ces fameuses prises auxquelles il peut effectuer, notamment le PMI, enfin le BMI, le Best Moonsault Ever, et auquel ben, il va se faire traîner par la jambe par quelqu'un que il a fait des dark matchs et qu'on attendait impatiemment ses débuts officiels du côté de la WWE, et qu'apparemment il est du côté de Solo, et que cette personne se fait appeler Ikuleo, oui, le catcheur de la New Japan, et qu'il avait un petit peu catché à la EW. Donc oui, Ikuleo, qui lui, maintenant, il se fait appeler Talatonga. Donc on a Tamatonga, Tongaloa, maintenant c'est Tala Tonga. Et si je ne me trompe pas, c'est soit le petit ou le grand frère ben, de Tamatonga et de Tongaloa, je crois. Oui, parce qu'ils sont frères tous les trois. Et que non, ils ne sont pas samoans. Non, ils ne font pas partie de la même famille que Solo Sikoa, que Jacob Fatou, que Jimmy, Jey Uso, Roman Reigns, The Rock, Yokozuna. Loin de là, ce sont entre guillemets ben, des personnes qui sont assez proches, mais qui ne font pas partie de la famille. Donc oui, Talatonga qui arrive et qui détruit Jacob Fatou en disant t'aurais pu y rester, t'aurais pu être dès l'heure avant de le démolir à travers la table des commentateurs et de lui offrir en pâture à Solo Sikoa qui utilise son Samoan Spike et qui fait le compte de 3 pour la victoire. Donc victoire de Solo Sikoa qui devient le nouveau champion des États-Unis de la WWE. Quel choc! Je me demande comment Jacob Fatou va-t-il se relever de cela, car on en est loin d'en avoir terminé. Oh que non. Donc voilà tout. Plus que deux matchs après c'est terminé, et c'est la finale du tournoi du Queen of the Ring, et que si jamais l'une des deux, donc Jade Cargill et Asuka, remporte ce tournoi, bah, elle aura soit une chance au titre féminin d'Euro ou du SmackDown, quoi.
bah, un match pour le titre au SummerSlam. Un peu comme du côté des hommes. Donc ils ont une chance pour le titre de leur choix. Donc voilà tout. Concernant le retour d'Asuka, bah ça n'a même pas été teasé en fait. Le retour d'Asuka a été fait comme ça du jour au lendemain. Sans nous teaser quelqu'un allait venir, rien. À part qu'on on sait qu'elle a été un petit peu enlevée de la compétition à cause d'une blessure au niveau du genou et que maintenant elle en est revenue et qu'elle pourrait avoir la couronne du Queen of the Ring dans son palmarès. Un peu comme Randy Orton, mais malheureusement que nenni. Et comme je vous l'ai dit, ce match-là féminin, je l'aurais décalé dans l'opener et celui des hommes entre le main event entre John Cena et CM Punk et entre Solo Sikoa et Jacob Fatu. Voilà comment je l'aurais fait. Mais vu comment je ne suis pas booker, je ne suis pas scénariste, je ne suis pas organisateur, c'est pas moi qui book les shows, je n'ai pas mon mot à dire. Donc même dans ce match-là, rien de spécial si ce n'est que on a eu que de la démonstration de force de la part de Jade Cargill, de la démonstration de striking de la part d'Asuka. Donc il y a de quoi de plaire ou pas. Mais pour vous spoiler tout cela, vraiment pour tout cela, bah, c'est victoire de Jade Cargill qui bat Asuka pour devenir la reine du ring, la reine tornade, la reine de la tempête. Bref, il y a de quoi avec elle de jouer des surnoms à propos de d'un coup qu'on est reine. Donc voilà, elle remporte la couronne et elle a une chance pour le titre de son choix. Et encore une fois, je n'ai rien contre ces deux-là. C'est juste que je suis un peu blasé de voir qu'il n'y a pas énormément de champions qui défendent le titre dans ce show-là. C'est un peu scandaleux et honteux à la fois. Mais bon, je m'égare. Victoire de Jet Cargill. Hurrah, on est content. Maintenant, on va passer au main event. Et avant de passer au main event, je vais couper un petit peu et boire un petit coup. Donc voilà, je repoursuive. Maintenant, on passe au main event pour le titre de champion de la WWE incontesté entre The Last Real Champion, le dernier vrai champion, John Cena, contre The Best in the World, CM Punk. Oui, un combat entre le Yin et le Yang, ou le Yang contre le Yin. Ça, c'est ce qu'on nous avait teasé pendant leur petite feud en rivalité en promo. Parce que même si la feud n'est pas non plus énorme comme les autres avaient été annoncés, ben, c'est vrai qu'il y a un sacré passif. Un peu comme avec John Cena et Randy Orton, auquel ben, on avait le Yin et le Yang, et que le Yin devient le Yang, et le Yang devient le Yin. Donc je sais pas si vous arrivez à suivre, hein, mais on en a eu que des échanges en promo avec John Cena et CM Punk, qui m'a personnellement bien fait régaler. Surtout la promo qui s'était déroulée il y a une semaine. Et auquel je vais vous citer la remake de la Pipe Bomb 2.0 à la sauce John Cena. Parce que la Pipe Bomb pour 1-0 de CM Punk en 2011, je vous l'avais déjà cité. Je crois que je l'avais cité à 2 ou 3 reprises. Et en quel ça a toujours été excellent cette promo. Et que maintenant on va passer à celui de John Cena. Alors certes, elle peut paraître scriptée, voire un peu du niveau bas du premier, mais il faut le comprendre que malgré, malgré tout cela, ça reste quand même assez bon entre les deux. Clairement. Donc après un match entre John Cena et R-Truth ou Ron Killings, qui s'était déroulé et que ça a terminé en disqualification, victoire de R-Truth, eh bien, d'ailleurs, en parlant de R-Truth, vous croyez pas qu'il y a un côté ironie du sort? C'est-à-dire qu'en 2011, on a eu l'affrontement entre John Cena et R-Truth dans un match en table, et auquel ben, c'est R-Truth qui remporte le match en faisant passer à travers la table John Cena, et que là, ben, c'est à peu près le même scénario, mais par disqualification. Et que c'est là aussi auquel CM Punk voulait défendre ben, les intérêts et le catch pour
bah, pour donner une leçon à John Cena, mais John Cena, c'est lui qui lui a donné une leçon en donnant un coup de pied dans les parties intimes et en lui donnant deux coups de ceinture et en le faisant passer à travers la table, sponsorisé par Slim Jim. Oui, parce que maintenant dans les tables, il y a des sponsors maintenant, auquel il lui fait passer un attitude adjustment que je préfère appeler le FU. Et que c'est là auquel John Cena va prendre le micro et qui va faire la remake de la promo de l'été 2011 avec CM Punk, mais à sa sauce. Tout d'abord, il prend le micro en disant Punk. En revanche, il aurait voulu citer son vrai nom comme Phil Brooks, il aurait fait. Mais il dit Punk, pendant que t'es là, allongé, pendant que tout ça soit très inconfortable pour toi, eh ben, je sens qu'il y a des gens qui ont peur de ce que je vais dire. Mais bon, tu as compris, vu comment t'es là, très inconfortable, je voudrais que tu digères tout ce que... toute ton énergie, quoi. Parce que il y a énormément de choses que je dois balancer et qui sortent du cœur. Oh là là. Oh là 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 là. Là, on sent venir. Là, la première fois quand j'ai vu ce segment, je me suis dit, oh là là, ça rappelle quelque chose. Et qui continue en disant, tout d'abord, je ne te déteste pas, Punk. D'ailleurs, c'est pas que je t'aime pas, hein. Au contraire, je t'aime bien, je t'apprécie. Tu es un des rares personnes avec qui je m'entends le mieux dans les vestiaires jusqu'à présent. Donc voilà, mais par contre, je déteste l'idée que tu sois le meilleur au monde. Car tu ne l'es pas. Je suis le GOAT. Je suis the greatest of all time. Le plus grand de tous les temps. Donc ça, c'est ce qu'il a dit. Tu es meilleur que moi sur un point. C'est que tu es le meilleur au monde pour raconter des conneries. Et John Cena, il poursuit encore en disant non, 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 les enfants, vous avez très bien entendu, j'ai bel et bien sorti une grossièreté. Parce que le show commence à partir en vrille. Eh, Stu, mon pote, toi qui filmais à chaque fois mes entrées en courant, viens. Parce que, coucou, je casse le quatrième mur. Rien qu'à dire penser. Là, c'est sûr, John Cena devient le CM Punk, hein. Et CM Punk devient le John Cena. Donc ça, c'était assez marrant, quoi. Mais par contre, il continue en disant, la vérité de tout ça, Punk, je suis jaloux. Je suis jaloux que tu aies réussi à convaincre tous ces gens que tu es le meilleur au monde. Et ils chantent ton nom. Donc, CM Punk, CM Punk, CM Punk, CM Punk. Donc, voilà tout. Ensuite, il affirme des tas de choses en disant que... je crois qu'il disait un truc... attendez, parce que là, j'ai un petit blanc, là. En disant que... certes, tu racontes des trucs, mais la vérité, c'est que les gens ne te croient pas du tout. Car, oui, il faut le dire, tu es un hypocrite, tu es un opportuniste, car tu changes autant de valeur que moi avec mes t-shirts. Et que de tout cela, t'as une grande gueule, évidemment, qui aime marcher sous la tête des gens qui travaillent dur, et si ça peut te faire plaisir ou avancer. Et là, il va commencer à citer trois catcheurs que vous connaissez bien. Et Claudio Castagnoli, et Nick Nemeth, et Matt Cardona. Donc, en parlant ces personnes-là, vous saviez que Claudio Castagnoli, anciennement Antonio Cesaro, ou la faire plus courte, Cesaro, il catch actuellement à la AEW. Dans les Death Riders, évidemment. Et du côté des deux autres, donc Nick Nemeth et Matt Cardona, vous saviez que ces catcheurs-là catchent à la TNA et également dans d'autres compagnies comme la GCW ou d'autres, voilà. Surtout Matt Cardona. Vous savez que Nick Nemeth, c'est Dolph Ziggler et Matt Cardona, c'est Zack Ryder. Et que là, il commence à dire alors on est encore en direct. Ouh, ça devient chaud.
Ah. Et là, c'est sûr, les gens étaient choqués en disant quoi? Il a cité trois catcheurs, un de, un de la EW et deux de la TNA. Oh là là, oh my god moment. Ah. Donc il est fier d'avoir cité les noms, hein. Et que et qui rétorque en disant d'ailleurs, à ce propos, personne va venir te sauver car je suis ton seul ami. N'oublie pas qu'il t'a laissé faire cette promo il y a plus de 14 ans. Et qu'est-ce que t'as fait en 14 ans? Tu as sorti les mêmes, la même phrase, les cinq plus gros mots de la mort, on va dire ça comme ça, les cinq plus gros mots choquants tout au long de ta carrière, car il faut le reconnaître, ta promo c'est de la purée de pommes de terre pour moi. Et que... attendez, hein, parce que j'essaie de lire, mais aussi également de mieux comprendre la chose. Mais il lui dit également, car tu n'es plus la voix des sans-voix, tu es un millionnaire. Et tu le sais au fond de toi, parce que tu sais que tu te détestes. Tu n'es plus un punk rebelle, tu es un capitaliste. Et que il dit également que tu n'es pas contre Tikeo, tu es Monsieur Tikeo. Oui, parce qu'il faut savoir que citer les noms, tout d'abord des catcheurs et des dirigeants, et également de la compagnie mère de la WWE, donc Tikeo, normalement ça ne se dit pas. Mais John Cena s'en foutait, il a dit quand même. Il a cité trois noms de catcheurs et la compagnie. Et que il dit également que tes, euh, que tes tweets sont puissants, sont très fortes, mais tes actions sont très faibles. Et ça, pour être honnête, on va pas se mentir, je suis d'accord avec John Cena qu'il ait sorti ce genre de phrase, car car il a dit à propos John que ta promo que tu avais fait en 2011 n'a duré que 7 minutes il y a 14 ans. Et qu'entre-temps, tu n'as pas cessé d'évoluer, enfin, tu n'as pas su te réinventer, toujours à cracher ton venin, à, à faire comme le bon monde te semble. Mais par contre, j'aurais bien voulu qu'il soit un peu plus piquant dans sa promo, John Cena. J'aurais bien voulu qu'il citerait son prénom à CM Punk, à parler de AJ Lee, même parler de Vince McMahon, de Brock Lesnar, de tous les dirigeants de la WWE et de TKO. Moi, ça m'aurait pas gêné. Mais j'avais sûrement bien kiffé, et j'ai très très bien kiffé d'ailleurs, à tel point que même le public reconnaît avoir aimé et qu'ils ont commencé à scander Cena, Cena, Cena. Donc John Cena dit en disant, tu vois, même eux le savent. Car après tout, si après Night of Champions, si tu es assez bête pour croire que tu es encore le meilleur au monde, c'est que le monde est petit. Et il remercie la ville de Rain Rabbits d'avoir pu écouter sa promo. Puis il allait sur le point de partir, mais une arbitre intervient comme si non, 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 faut pas agresser, faut pas agresser. Et du coup, là je me dis, mais ça, pourquoi la régie fait ça? Pourquoi ils font venir un arbitre? Ça ne sert à rien, il va pas avoir de bagarre. Oh là 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 là. Même les arbitres sont tellement bêtes et programmés à intervenir en cas d'incident alors qu'ils auraient dû intervenir depuis longtemps. Et moi, ce qui m'a fait un petit peu marrer à propos de cela, c'est que non seulement cet arbitre fait un petit pas en arrière, mais qu'elle revient en avant en faisant signe à la régie. Ça, il y a un côté, il y a un côté risible, hein, vraiment un côté risible. Mais ça n'arrête pas John Cena en disant non, 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 je vais rien lui faire. Après tout, il a besoin de se reposer. Il y a un match de championnat qui l'attend. Car vous êtes en train de voir le dernier vrai champion. Et vous, bande d'idiots, vous saviez que c'est le cas. Et d'ailleurs, il va même citer USA Network en disant hey, USA, tenez vos 2 minutes en termes de promo parce que cette promo aura été une putain d'expérience, entre guillemets.
ou alors elle aurait été une putain d'inutile, car il va même citer Elvis en disant car Elvis a quitté ce putain de building. Donc il a quitté la salle. Ensuite, il était presque à deux doigts de partir, mais il va prendre la promo en disant merci de m'avoir volé ta promo pour montrer à quel point elle était inutile. Boum. Là, c'est sûr, John Cena, il a fait fort, hein. Il a fait vraiment fort. Mais au moins, à propos de tout cela, parce que oui, on va parler du match, mais également de cette promo, ça prouve à quel point John Cena, il est en train de nous donner une leçon en promo. Un peu comme le ferait The Rock, et un peu comme le ferait bah, même CM Punk également, nous donner une leçon en promo. Et ça, c'est un truc qu'on ne voit pas ça tous les jours. Et d'ailleurs, dernière nouvelle apparemment, c'est que c'est John Cena qui a écrit sa promo en, en montrant que c'est lui qui a eu l'idée et pas l'idée des scénaristes. Parce que oui, les scénaristes sont là en disant tenez monsieur, prenez la promo. Lui, je suis sûr que John Cena refuserait car bah, en même temps c'est une top star, c'est c'est une star d'Hollywood, c'est une star un peu même des réseaux sociaux aussi, on va pas se le mentir. Mais il n'a pas besoin de la promo des scénaristes vu comment c'est lui qui écrit sa promo. Donc l'air de dire écoute ta promo tu te le fous dans le fiac car car c'est moi qui fais ma propre promo et je dis ce que je pense. Car après tout je suis sur ma tournée d'adieu. Puis lors de SmackDown qui s'est déroulé ben, il y a 2 jours et enfin 2 jours ouais, entre guillemets, hein, je dis ça entre guillemets, mais il y a eu cette fameuse repromo entre John Cena et CM Punk, auquel ben, il n'y a pas eu grand-chose de cité de la part de John Cena, mais que CM Punk devait se relever de l'humiliation qu'il a eue, de cette promo de la pipe bombe, et ben il a décidé de répondre à la provocation de John Cena, en se faisant appeler ben, Punk Life, vous saviez hein, la gimmick de John Cena qui se faisait appeler Doctor of Thuganomics, donc World Life, tout ça. Eh bien, CM Punk va faire du John Cena en mettant casquette en l'envers, veste de Chicago sur l'épaule, et même également les genres de coups de poing américains qui servent de mode bah, aux rappeurs et même à John Cena à l'époque. Au lieu d'appeler World Life, c'est Drug Free, un peu comme les lettres au niveau de ses phalanges, au niveau des doigts que CM Punk arbore toujours. Et non, ça veut pas dire drogue gratuite, ça veut dire qu'il ne consomme pas de drogue. Donc c'est marqué notamment sur les genres de coups de poing américains, comme sur ses phalanges. Et qui va commencer à faire une promo. Il a essayé de faire des rimes à la manière de John Cena, à la manière de d'autres rappeurs. Même si CM Punk nous donne l'image de un vieux qui veut faire comme les jeunes. Mais ce qui est divertissant, c'est qu'il a essayé. Et ça, c'est amplement respectable. Donc il va commencer tout d'abord à tacler John Cena sévèrement. Je sais qu'il a cité d'autres choses, notamment en disant que John Cena c'est quelqu'un forcément de faux, euh, de quelqu'un qui n'est pas dans le réalisme. Il va même également citer sa calvitie en disant qu'il ressemble à un agent de sécurité sans cheveux. Euh, il va également dire à propos de John Cena, moi aussi je serais autant déçu si la WWE aurait embauché mon ex, donc l'ex de John Cena, qui s'intitule Nikki Bella. Donc là, un petit tacle à la gorge à propos de tout cela. Et que après, il va même citer également Hulk Hogan à John Cena en disant tu es un peu comme Hulk Hogan, mais un peu plus problématique. Même si c'est pas forcément vrai, mais il a cité. Et c'est vrai que ces temps-ci, Hulk Hogan, il s'en prend plein la gueule. Hein. Alors qu'il n'a rien demandé, même s'il a peut-être mérité. Donc voilà. Puis, il dit que à propos de tout cela, tu dis que je change autant de valeur que toi avec tes t-shirts. Sache que moi, je suis pas quelqu'un de faux, je suis quelqu'un qui vit dans le vrai, car je sais ce que je vaux. Même si tu penses que malgré mon côté rebelle, je suis un millionnaire, tu peux.
tu peux le constater que peu importe nos différences, je resterai toujours aussi supérieur à toi parce que j'ai trop la classe, même quand je prends le micro et que je te démonte. Donc là, il lui lâche encore une bombe. Et puis, bon, après, je préfère citer quelques passages qu'il avait fait en mode rime, quoi. Mais je sais qu'il va conclure cette promo en disant que, après tout, moi, je serai ton Kendrick, donc Kendrick Lamar, et toi, tu seras mon Drake. Alors, si j'ai bien compris, dans l'actuel rap, il faut savoir que du côté des États-Unis, bah, Kendrick Lamar et Drake, ils sont en clash, un peu comme les rappeurs de France, mais sauf que du côté des rappeurs de France, certes, il y a un côté divertissement, mais ils nous font un petit peu pitié, alors que du côté US, c'est un peu un autre délire. Donc il a conclu ça, et en le faisant un You Can See Me, en faisant bah, le punk life, quoi. Donc même ça aussi, j'ai apprécié la promo de CM Punk, parce qu'il y a du répondant. D'ailleurs, j'ai apprécié les deux promos qu'ils ont fait au fil des semaines. Mais bon, maintenant, passons promo, maintenant passe au match entre Punk et Cena. Même si c'est un retour de cette fameuse rivalité qui avait été terminée en 2013, mais que maintenant elle repoursuit. Donc après plus de 12 ans de ne pas s'affronter, ils se réaffrontent. Et auquel, oui, on a un petit peu du mal à les voir tous les deux catcher, mais ce qui est sûr, c'est que je suppose qu'ils ont une telle alchimie qu'ils se comprennent et qui se comprennent mieux du bout des doigts, quoi. J'ai pas d'autres explications à citer. Mais après, j'ai pas grand chose de négatif à dire, si ce n'est que oui, les deux sont un peu rouillés. Oui, c'est pas forcément trop top à regarder. Mais pour le fun, on aime les encourager, on aime les soutenir. Et d'ailleurs, il y a un truc auquel j'avais complètement oublié de citer dans la promo de CM Punk, c'est que en disant ben, à John Cena qui va sûrement nettoyer les combinaisons de James Gunn, vu comment vous le savez peut-être pas, mais John Cena c'est un super-héros, accessible pour les enfants. Non, je rigole. À vrai dire, le Peacemaker, c'est pas un film de super-héros accessible pour les enfants, vu comment c'est quand même hyper trash, un peu comme Deadpool, et qui dit parce que tu travailles chez DC. Oui, donc oui, il joue le Peacemaker, John Cena, on le sait, mais après, ce n'est pas accessible pour les enfants, hein. Loin de là, c'est accessible pour les jeunes adultes ou les ados. Mais après, je pense que CM Punk, lui, il a une préférence pour Marvel, car je crois qu'il avait déjà fait des comics, j'en suis pas sûr, mais je crois qu'il était lié à Marvel, alors que John Cena, ben lui, ben, il a tenté d'essayer de jouer le rôle de Captain America du côté de Marvel, mais finalement c'est du côté de DC auquel il va jouer le Peacemaker. Donc, ok, voilà, j'ai déjà assez tout dit sur ça. Si ce n'est que le match, peu importe de ce qu'on peut dire, ben, j'ai un peu aimé et que je sais que les deux sont hyper talentueux. On a eu tout ce qu'il fallait, des coups de bélier, des chocs powerbomb, et aussi le fameux You Can See Me, tu peux pas me voir, le Five Knuckle Shuffle, tentative de AA pour Attitude Adjustment, même si j'ai une préférence de l'appeler FU. On a aussi eu des tentatives, ben, des coups de genoux dans le coin et Bulldog, ou avec une clothesline, ou à la descente du coude à la manière de Macho Man. Tentative de Anaconda Vice, tentative de STF, et tentative, pardonnez-moi, du JTS, donc le fameux Go to Sleep, le fameux Va te coucher. Donc on a eu tout cela, mais rien n'y fait, et à un moment donné, en plein match, eh ben, l'arbitre, eh ben, il va faire un petit sum à l'extérieur, donc il y a un ref bump, et qui dit ref bump dit forcément overbooking. Oui, il y avait du overbooking, car il va y avoir la musique de Seth Rollins avec Polyman, avec Bron Breakker, avec Big Bronson Reed, qui arrivent et qui veulent faire la misère à CM Punk, comme ils veulent essayer de faire la misère à John Cena.
Et du coup, ben, il veut saisir l'occasion pour mettre sa mallette en jeu. Mais je crois que ça va être pas possible vu comment John Cena, ben, non seulement il interdit Rollins de le faire ça, et que s'il le veut, il peut le démolir à coup de ceinture ou à coup de mallette. Euh, je crois que John Cena va essayer de se débarrasser de Braun Breaker ou de Bronson Reed. Enfin, je crois, hein, parce que je sais qu'il va y avoir une intervention de Penta qui va s'occuper de Braun Breaker et que Braun Breaker a failli purement le démolir. Mais il y a aussi intervention de Sami Zayn qui veut également stopper le gros chien, quoi. Et ce qu'il va faire, il va avoir un chute en bas de la rampe. Puis à propos de Bronson Reed, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est CM Punk qui l'en empêche et que ça va permettre à John Cena de porter Bronson Reed sur ses épaules pour le fameux FU auquel il va l'éclater au sol. Puis, après le face-à-face entre CM Punk et John Cena, ce qu'il va faire CM Punk, c'est il va essayer de le tendre la main pour que John Cena lui serre la main, mais on sait jamais avec John Cena, il est capable de nous donner un coup de pied dans les bijoux de famille. Eh ben, ce n'est pas du tout le cas. Il lui serre la main, il lui fait un câlin. Et là, du John Cena dans le texte, il regarde la caméra comme si il sait ce qu'il allait le faire. Tentative de coup de pied qui ne passe pas. Tentative de JTS qui ne va pas passer et que Seth Rollins voulait intervenir et que justement Rollins donne un coup de mallette soit à Cena soit à CM Punk. Finalement, c'est CM Punk qui se mange un coup de mallette et qui se mange un curbstone jusqu'à ce que John Cena intervient pour donner un gros clothesline à Seth Rollins et qu'il fait évidemment le tomber et que l'arbitre se réveille tout d'un coup comme ça. Oh, je suis réveillé. Oh là là, il y a le tombé. Un, deux, trois. Donc, vous avez compris. Ben, l'arbitre fait le tomber jusqu'au compte de 3 et c'est John Cena qui reste champion incontesté de la WWE. Donc, voilà tout. Et c'est comme ça comment le show se termine. Avec un John Cena victorieux, toujours champion. Donc oui, comme je vous l'ai dit, 6 matchs, certes c'est pas beaucoup, mais il y a des trucs auxquels il n'allait pas du tout dans ce show. J'aurais préféré mieux comme moyen de booker un show pareil, avec uniquement les champions qui défendent leur titre dans ce show qui se fait appeler Night of Champions, et pas l'inverse. J'aurais préféré ça, mais ils ne l'ont pas fait. Clairement, ils ne l'ont vraiment pas fait. Et au niveau des vainqueurs du King and Queen of the Ring, les deux ensemble, bah, il faut savoir que c'était prévisible. Clairement, c'était très prévisible. Il n'y a pas eu de suspense, pour moi, c'était hyper prévisible. Et le main event, peu importe s'il est mauvais ou bon, je ne connais pas votre avis, mais j'ai un peu apprécié. Après, ce qui m'a un peu sorti du match, c'est de l'overbooking avec des interventions. Mais qui conclut par la victoire de John Cena, pour moi, j'ai rien de négatif à dire. Ce n'est que, voilà, John Cena reste champion et ça continue. Et maintenant, je passe à la conclusion de cette fameuse vidéo qui a duré très longtemps. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. J'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo. Et si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut tout le monde.